Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de Yin Yang, la critique ni pour ni contre. Cette semaine, on va essayer de trouver les points positifs et négatifs de Kingsman 2 réalisé par Matthew Vaughn, la suite donc de Kingsman 1, réalisé aussi par Matthew Vaughn en 2014. Il faut savoir que le premier volet était une plutôt belle proposition de cinéma d'action et d'espionnage. On va voir ce que vaut cette suite. C'est tout de suite la critique Yin Yang. De la sodomie au mariage princier, je ne fais pas référence à un film porno des années 70, mais bien à l'ambiance générale du film, complètement déjantée comme le premier volet. On a donc toujours des vannes qui fusent à chaque scène. On a notamment une référence avec un hachoir qui transforme les gens en de la bouillie pour chiens, ou plutôt du steak haché. On a aussi une réplique particulièrement savoureuse dans une maison de retraités à la montagne où un des personnages se découvre le pouvoir de chier à nouveau et dit « Je n'ai jamais aussi bien déféqué depuis 3 semaines ». On peut aussi trouver une apparition particulièrement décalée et inattendue de la part de Elton John qui apparaît dans pas moins de 4-5 scènes. Ce n'est pas juste une apparition le temps d'un petit caméo, c'est vraiment un délire jusqu'au bout pendant le film. Donc un humour universel. Pour un film sur les espions dans le monde, c'est le moins qu'on puisse attendre. Il y a dans le film un relativisme général, comme un refus de l'absence. Par exemple, au début, on a normalement une scène plutôt choc où Kingsman est attaqué par une attaque terroriste et le personnage principal perd son ancienne collègue, Roxy, et son chien. Or, qu'est-ce qui se passe par la suite? On n'en reparle jamais vraiment, on ne ressent jamais l'absence de ces personnages, et le chien est remplacé finalement par un chien quasiment identique. Le même sort est réservé à Galahad, puisque dans le premier volet il était mort, donc ça crée plutôt un héritage tragique, disons une certaine tristesse dans le personnage principal. Or, ce film l'annule, puisque le personnage ressuscite avec un procédé plus ou moins foireux disons, techniques médico-scientifiques qui permettent de ramener les gens qui se sont pris une balle dans la tête. Ne me demandez pas, j'ai pas exactement compris comment. Étrangement, le personnage de Merlin, lui, qui avait une très bonne alchimie, qui servait justement de père de substitution après Galahad, est par contre sacrifié dans ce film pour des raisons assez peu naturelles. On sent une certaine intention artificielle, comme si un Kingsman en remplaçait un autre. Et c'est ça qui m'a dérangé, c'est que dans un film où certes l'humour second degré est de mise, tout ne devrait pas non plus avoir ce manque d'importance et cette inconséquence, disons, généralisée. Matthew Vaughn a toujours été connu, que ce soit dans X-Men, le commencement, Kick-Ass ou le premier volet de Kingsman, pour avoir ce flair pour les séquences d'action délirantes et sophistiquées. Ici, il ne démérite pas, sa caméra continue d'être omnisciente et d'aller dans des zones et des recoins complètement impossibles. On a affaire à un ballet de la violence, et ce qui est d'autant plus marquant, c'est qu'à chaque scène, Matthew Vaughn continue de placer des détails marquants. Je m'explique, si vous avez par exemple une scène de combat, comme par exemple à la fin, il y aura un détail pour la rendre d'autant plus marquante, et ici c'est par exemple un donut géant qui tout d'un coup se met à se balader dans le décor, et donc des séquences d'action bluffantes, qui pousse encore plus loin les limites de la physique. On n'est pas dans un univers réaliste, tout est permis. Il y a dans le film un manque d'approfondissement, je parle des relations des personnages et, disons, des trajectoires. Par exemple, si vous prenez le personnage de Galahad, certes il revient à la vie, mais il ne change pas grand-chose par sa présence, c'est-à-dire que le héros finalement reste le même entre le début et la fin. Certes il se marie, mais c'est tout, c'est juste un changement de statut social, pas un changement de caractère, pas une vraie maturité qui a été acquise. Et ça, c'est un peu un problème pour moi. Autre défaut de ce manque d'approfondissement, dans l'intrigue, on se rend compte que tout est interchangeable, un personnage peut mourir, un autre va le remplacer. Voilà, ça c'est le problème, on est dans une suite, et je l'avais dit dans Blade Runner 2049, il faut toujours pousser le concept plus loin ou développer les personnages dans une suite, et là on a plus affaire à une sorte de voiture customisée. En gros, c'était un peu comme l'iPhone 10 ce film. Certes il y a des petites nouvelles fonctions, mais ce n'est pas une vraie révolution, il n'y a pas une vraie nouvelle proposition, il n'y a pas de vraie différence avec le premier film. Taron Egerton, donc l'acteur principal, qui continue d'apporter sa fraîcheur et son innocence d'adolescent qui a été projeté donc dans les chaussures d'un James Bond.
Et dans ce volet-ci, ce qui est d'autant plus marquant, c'est que même s'il gagne en maturité, s'il commence à devenir un jeune adulte, à la fin on a un mariage qui est tourné un peu en dérision avec l'aspect royal, mais donc le personnage gagne en maturité, et ce qui m'a plu, c'est qu'il réussit malgré tout à rester innocent, à rester désinvolte, et donc à nous emporter dans un second degré, et à ne pas justement essayer d'alourdir tout cet univers très sérieux de l'espionnage. On a notamment une séquence très rigolote où il doit appeler sa copine pour lui demander l'autorisation de coucher avec un personnage pour lui soutirer des informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. On imagine bien que James Bond, à sa place, n'aurait pas eu du tout les mêmes problèmes et qu'il aurait réussi beaucoup plus vite. Incohérences et trous scénaristiques, parfois assez béants. Par exemple, on était très attentifs à la résurrection de Galahad, puisque normalement le personnage était mort dans le premier volet, et ici on nous l'amène de façon complètement absurde et vague, c'est-à-dire il y a une sorte de technologie qui a été développée pour amener ceux qui se prennent quand même une balle en pleine tronche, et on nous dit que bah voilà, c'est très développé et que ça marche. Bon, ok. Et si, les seuls effets secondaires, c'est que vous avez une perte de mémoire et que normalement vous ne pouvez pas retrouver, on va dire, votre ancienne identité. Sauf qu'évidemment les personnages assez rapidement vont permettre à Galahad de retrouver son vrai destin d'agent secret. On retrouve ce procédé avec le personnage de Whisky qui lui aussi normalement se prend une balle en pleine tête et revient à la vie, sauf que cette fois, attention, ce n'est pas 2-3 scènes, c'est en une seconde, il retrouve la mémoire. Donc c'est vraiment cette idée là de technologie pour ressusciter les morts. C'est un gadget. Le réalisateur sait très bien que comme nous sommes dans un univers de second degré, tout est permis et c'est sa justification de ces allers et retours finalement assez gratuits et un peu faciles. Dans un film d'espionnage ou un film d'action, en général, plus le méchant est réussi et plus le film est réussi. Ici, Julianne Moore compose une femme ambitieuse et baron de la drogue, particulièrement savoureuse, puisque elle est en permanence dans un sadisme des plus carnassiers, à savoir qu'elle envoie en permanence des gens dans un hachoir pour en faire de la bouffe qu'elle donne ensuite à manger pour tester la loyauté de ses gardes du corps. Mais hormis ce personnage évident, donc de méchant de premier plan, on réalise, et c'est ça toute la subtilité du film, que le vrai méchant de l'histoire n'est pas celui qu'on croit. En effet, lorsque le plan diabolique, mais pas si débile que ça, de Julianne Moore est dévoilé, on comprend que le président, en réalité, est un gros connard et qu'il est absolument aussi à la masse que le président réel actuel des États-Unis, Donald Trump. Et donc, on a ici cette ironie assez disons, appropriée et dans l'air du temps, d'un président qui est tout à fait prêt à sacrifier la vie de pauvres innocents dès lors qu'ils sont consommateurs de drogue. Donc à vous tous, évidemment, vous seriez tous déjà morts. Avec tant de second degré et de clin d'œil, on pourrait presque croire que le réalisateur veut nous faire passer un message subversif, ou en tout cas un fantasme d'un président qui se ferait coffrer. Disons que si Donald Trump était un jour dans la même situation, il est certain qu'on aurait de fortes chances de s'inquiéter. Le rôle sous-exploité de Channing Tatum. Alors c'est un peu une malédiction car cet acteur, à chaque fois qu'il joue dans un film où il n'a pas le rôle principal, comme par exemple Magic Mike, il se retrouve complètement sur le bas-côté, c'est-à-dire dans Public Enemies, il avait une scène, et dans cette scène-là, c'était pour mourir. Dans ce film-ci, Kingsman 2, on a le même problème, il apparaît pour une scène, il a une introduction, disons plutôt assez classe, en tant qu'agent secret habillé en cow-boy, mais par la suite, étrangement, il est complètement mis sur le côté, il est finalement quasiment mis en état de coma, au sens propre comme figuré, et on doit attendre la fin du film pour qu'il reprenne vie et qu'il reprenne peut-être le devant de la scène, on imagine, dans la suite. Mais pour ce film-ci, c'est très décevant, on aurait aimé le voir beaucoup plus au cœur de l'action. Qu'il soit sur le tournage réel, des vraies explosions, ou fait par ordinateur, donc le numérique, les effets spéciaux de ce film sont particulièrement présents, mais ne gâchent pas le plaisir puisqu'ils sont intégrés de façon assez fluide. On a vraiment dans le film des séquences de fondu enchaîné, c'est-à-dire une séquence où l'image se dissout pour laisser place à une autre image, et le réalisateur ne cesse de lier les séquences par ordinateur avec des vraies séquences. On a une continuité assez bluffante entre les effets spéciaux numériques et les effets réels, c'est-à-dire que si une scène d'action a lieu, le réalisateur tâchera à
flouter la limite entre les deux, de sorte qu'on ne sache jamais exactement ce qui a été vraiment réalisé sur le tournage ou ce qui a été fait ensuite en post-production par ordinateur. Ce qui m'a le plus frappé dans les effets spéciaux du film, c'est cette énorme sophistication, puisque le réalisateur cherche à flouter en permanence la limite entre le vrai et le faux. On a une caméra qui est capable de toutes les audaces, qui se déplace notamment dans la scène d'ouverture dans une voiture, donc elle sort de la voiture, elle passe en dessous, en haut, et évidemment on se doute bien qu'on passe en permanence d'une vraie voiture à son modèle numérique. Mais ici le réalisateur n'en a que faire pour lui, que cela soit par ordinateur ou en vrai, cela n'a aucune importance, ce qui compte c'est l'énergie de la scène et l'intensité. Le traitement, encore une fois, plutôt défavorable d'une actrice charismatique, je parle d'Halle Berry. Son rôle dans le film est quasiment inexistant, elle joue une informaticienne derrière un écran, elle n'a pas grand chose à jouer, elle n'a pas vraiment de personnalité, et surtout, et ça vous verrez dans plein de films, quand dans le dialogue on pointe du doigt un problème potentiel, ça ne veut pas dire qu'on le résout. C'est-à-dire que Kingsman 2 est un film tellement léger qu'il sait, qu'il a constamment conscience de ses effets, mais ici par exemple on a donc son collègue qui lui dit ah mais vous aimeriez aller sur le terrain, et elle dit oui oui j'aimerais, c'est vrai que j'aimerais qu'on me donne plus à faire. Sauf que évidemment ce ne sera pas pour ce film-ci, on imagine ce sera pour Kingsman 3, et ça c'est décevant. La critique yin-yang de Kingsman 2, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me donner vos points positifs et négatifs sur le film, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle critique sur un nouveau film. N'oubliez pas, un film c'est comme la vie, c'est jamais que positif ou que négatif. A très bientôt!